Rebonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une autre situation où est-ce qu'on va vouloir évaluer le champ électrique à un point P généré par une tige chargée. La différence avec la situation que je vous ai montrée juste avant, c'est la disposition du point P. Plutôt que de se trouver en dehors de l'axe de la tige, on va se trouver au centre de la tige. Donc la grosse différence, c'est vraiment juste où est-ce qu'on se place à cet endroit, c'est quoi le champ E. Alors, on a une tige d'une longueur L et d'une densité linéique lambda. On va rester général dans cette situation. Nous, on va vouloir trouver c'est quoi le champ électrique généré au point P si on se trouvait à une distance R de la tige et qu'on se trouvait vis-à-vis du centre de la tige. On va commencer par regarder visuellement à quoi ça ressemble le champ. J'ai dessiné 4 petites particules dans mon dessin de couleurs différentes et pour chaque particule, j'ai dessiné le champ électrique associé. On peut voir que les flèches pointent dans des directions différentes. J'aurais pu le dessiner pour toutes les particules DQ. En fait, non, j'aurais pas pu parce qu'il y en a une infinité, mais si j'en rajoutais d'autres, on pourrait voir d'autres champs DE. Si je regarde mon dessin, je peux voir que globalement, les composantes DEX s'annulent car si la particule rose, par exemple, génère un champ dans une certaine orientation, la particule bleue, elle, génère un champ qui se trouve à la même distance R, qui pointe dans la même direction, mais de façon opposée en X. Donc, les composantes DEX pointent toutes comme ça, et quand je les additionne, ben, ça s'annule. Alors que EY, ils pointent toutes vers le haut, donc elles se renforcent. Mais ça veut dire que le champ résultant, il va seulement être en Y. Ce qui est cool dans ce genre de situation où est-ce qu'on se trouve au centre de la tige, c'est qu'on aura seulement une intégrale à évaluer, l'intégrale en Y dans ce cas-ci, alors que en EX, on pourrait tout simplement poser EX égale à 0 par argument de symétrie. Ok, on est rendu à évaluer E maintenant, le champ E. Je viens de poser que E c'est égal à EY. Pourquoi? Parce que EX, sa composante, elle est nulle, alors le champ E, il pointe tout en Y et ça va être la valeur de EY. Maintenant, on fait une intégrale, alors c'est l'intégrale des champs DEY. Et maintenant, je vais résoudre l'exercice par étapes, parce que ça va toujours être les mêmes étapes quand vous allez résoudre ce genre de problème. Alors, étape 1, on veut remplacer DEY sous une forme un peu plus explicite. Si je dessine mon schéma, je vais commencer par prendre une particule DQ de façon arbitraire sur la tige. L'important, quand on choisit cette particule DQ, il faut juste pas la prendre vis-à-vis l'axe perpendiculaire à la tige, parce que quand on fait ça, on perd de l'information. Dans le sens, si on se passait au centre, on verrait même pas que les composantes EX s'annulent. Au final, on a juste que le champ est en Y, mais on n'a pas comme d'explication derrière. Fait que c'est important de vraiment prendre une particule DQ pas au centre. Pas, disons qu'on a la tige, puis qu'on a un axe perpendiculaire à la tige, faut pas prendre la particule au milieu de la tige. Mais bon, ok, si vous n'avez pas compris mon explication maintenant, on en reparlera plus en classe, vous me ferez signe, vous ferez Sauvanie, blablabla, ou madame. On m'appelle madame, c'est correct. Coup de vieux. Ok, je continue. Alors, comment est-ce qu'on remplace DEY? On va vouloir exprimer avec staccato. J'ai l'angle alpha. L'angle alpha, c'est l'angle entre, disons que j'ai ma tige sur un certain axe, l'axe des X. J'ai mon axe perpendiculaire à la tige. L'angle alpha, ça va être l'angle entre cet axe perpendiculaire et ma composante DE. Si je regarde cet angle, je peux poser que DEY, c'est l'adjacente à alpha, alors DY, ça va être égal à DE fois cosinus de alpha, que je peux rentrer dans ma nouvelle intégrale. DE, on va vouloir encore lui aussi l'exprimer de façon plus précise. En général, DE, c'est égal à K dQ sur R carré. dQ, c'est trop général, on va vouloir l'exprimer d'une façon plus qui nous permet de travailler avec, en partant de lambda qui est égal à dQ sur dL. dL ici, je peux le remplacer par dx car ma tige se trouve sur l'axe des X. Si ma tige s'était trouvée de cette manière-là, sur l'axe des Y, une petite longueur dL, une petite longueur dL sur ma tige, ça serait une longueur dy plutôt que dx. Alors, voilà l'explication de pourquoi dl devient dx, mais ce ne sera pas toujours le cas. Des fois, vous allez avoir des tiges en y, et là, vous allez remplacer dl par dy. J'ai donc maintenant une nouvelle forme pour de. Et étape 3, on peut maintenant sortir les constantes de l'intégrale. Étape 4, c'est l'étape où est-ce qu'on va vouloir choisir la variable d'intégration. Moi, j'aime bien intégrer par rapport à alpha, alors on va faire alpha. Si j'ai choisi l'angle alpha, alors je dois me débarrasser de R et de dx.
Je vais commencer par trouver un changement de variable pour R. Alors j'ai déjà dessiné mon angle alpha, mais par la propriété des angles, deux angles opposés sont égaux, alors je peux dessiner mon alpha de l'autre côté, et je peux voir que R, en fait, ça représente l'hypoténuse dans mon triangle, et l'adjacente à cet angle-là, c'est R majuscule. Alors je peux poser cos alpha est égal à R majuscule sur R, et j'isole R. Pour exprimer dx, on se rappelle qu'il fallait commencer par exprimer x, puis après ça on va dériver pour trouver dx. X, on pourrait poser que sin de alpha c'est égal à x sur R minuscule, ou je pourrais aussi poser que tan de alpha c'est égal à l'opposé sur l'adjacente, donc x sur R. On va rejeter la décision de prendre le sinus parce que le sinus fait qu'on a le R minuscule qui est dans le changement de variable, mais nous on voulait se débarrasser de R. Donc, comme on a une autre option, la tangente, qui nous permet de juste travailler avec alpha qu'on voulait et la valeur R majuscule qui est une constante, donc qui n'est jamais un problème dans des intégrales, on va préférer changer x avec tan. Alors j'isole x, j'ai égal à R fois tan de alpha, je dérive x par rapport à alpha et je trouve que c'est égal à R sécante carré de alpha. Maintenant que j'ai fait mes changements de variables, il faut juste rentrer ça dans l'intégrale. Sécante alpha, c'est égal à 1 sur cos de alpha. Alors certains cosinus s'annulent et il me reste l'intégrale de cosinus alpha. L'intégrale de cosinus, c'est un sinus. Et j'ai presque fini. Maintenant, l'étape 5, ça va être de poser les bornes alpha i et alpha f. Voici un nouveau dessin qui apparaît ici peut-être, ou là. Non, sûrement ici. Mais là ou là. Donc, c'est quoi ces angles? On intègre toujours du début de la tige jusqu'à la fin de la tige. Par symétrie, comme on se trouvait un point P qui se trouvait au centre de la tige, ben alpha i puis alpha f, ils vont être égaux. Ils vont avoir la même grandeur. Par contre, la manière de les différencier, c'est de poser qu'un angle est négatif et un angle est positif. Ce que je veux dire par là, c'est que, disons qu'on avait comme un cercle, pas un cercle, mais vous voyez de base, par rapport à un axe X, on peut dire qu'on se trouve un angle de 30 degrés. Mais si on allait de l'autre côté, on pourrait aussi dire qu'on se trouve à un angle de 30 degrés. Mais mathématiquement, il faut être capable de les différencier parce qu'un vecteur qui pointe à 30 degrés de l'axe X vers le haut ou vers le bas, ben c'est pas le même angle, on pointe pas dans la même orientation. Alors c'est important de les différencier. La manière de le faire, c'est avec nos signes positifs et négatifs. Alors, quand on a un angle de part et d'autre d'un axe, c'est toujours important de poser qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Alors nous, on va décider que alpha f, il va être positif, alors que alpha i va être négatif. Alors dans mon intégrale, j'ai que E c'est égal à K lambda sur R majuscule et je vais faire sinus de alpha f moins sinus de alpha i. Mais alpha i, c'est égal à moins alpha f. En général, le sinus de moins un angle, ça va être égal à moins le sinus de l'angle. Alors, je peux le sortir le moins du sinus. Connaissance générale, pour un cosinus de moins alpha, c'est pas égal à moins cos de alpha, c'est plutôt égal à cos de alpha. Ça, c'est mathématiquement une manière de le voir aussi, c'est avec le cercle trigonométrique. Comme sur un cercle trigonométrique, si on se trouve à un angle alpha, on a une certaine hauteur qui correspond au sinus de alpha, c'est le y, mais pour un sinus de moins alpha, on se trouve exactement à la même grandeur de y, mais dans les négatifs, alors que pour les x, on se trouve encore vers les x positifs, donc cosinus de moins alpha, c'est égal à cos de alpha, mais sinus de moins alpha, c'est égal à moins le sinus de alpha. Peu importe, on se retrouve maintenant avec une intégrale qui donne k lambda sur r majuscule fois 2 fois le sinus de alpha. Et c'est la fin de la situation. J'ai travaillé avec des variables non définies, dans le sens que j'ai pas donné de valeur numérique, mais vous, dans vos problèmes, souvent, il va y avoir des valeurs numériques. Donc, à cette étape-ci, il faudrait juste calculer la valeur finale du module en remplaçant les valeurs qu'on vous a données dans le problème. Maintenant, je vais vous introduire un cas particulier. Un cas particulier, ça serait la tige infinie. À quoi ça ressemble une tige infinie? Ça serait quoi les angles alpha i et alpha f? Pour une tige infinie, si on voulait trouver c'était quoi le point, le champ à un endroit P, ben peu importe on se trouve où, en tant que tel on se trouve toujours au milieu de la tige parce que ben c'est une tige infinie. Alors j'ai pas plus d'explications que vu que c'est une tige infinie, c'est très très similaire au cas qu'on vient de voir, c'est juste qu'à la place d'avoir une longueur L, elle a une longueur infinie. Si on s'intéresse à l'angle alpha entre l'axe perpendiculaire de la tige et la fin de la tige, disons que je pars d'une certaine longueur. Si je l'agrandis un peu la tige, je peux voir que mon alpha
devient un peu plus grand. Et si j'avais une tige infinie, si je faisais l'angle jusqu'à la fin de la tige, on peut voir que ça tend vers une certaine valeur, ça tend vers 90 degrés. Alors c'est ça, pour une tige infinie, on peut remarquer que l'angle, ça tend vers 90 degrés. Alors si je reprends l'expression que j'avais trouvée juste avant, l'angle d'intérêt, ça serait l'angle de 90 degrés. Mais le sinus de 90, ça vaut 1. Alors je trouve que c'est égal à K lambda sur R majuscule fois 2. Et voilà donc une nouvelle forme que je vous présente. E est égal à 2K lambda sur R majuscule. Ça va être l'équation pour le champ électrique généré par une tige infinie qui est en fait la section 1.7. Donc 1.8, ce que je vous montre depuis quelques minutes, c'est le champ électrique généré par une tige chargée, mais par intégration. Et ce sont des tiges finies. Alors que 1.7, c'est un cas particulier de 1.8 où est-ce qu'on ne vous demande pas de refaire l'intégrale, on vous donne une formule et on vous dit, OK, c'est quoi le champ électrique généré par une tige infinie? Fait que voilà, la section 1.7, comment je pourrais la résumer, c'est avec cette équation qui est quelque part dans la page. Où est-ce que R majuscule, ça va être la distance R entre le point P et la tige en ligne droite. C'est la distance la plus courte entre le point P et la tige. La section 1.7, ça s'appelle le champ électrique généré par une triuque. Qu'est-ce que c'est triuque? C'est l'acronyme pour tige rectiligne infinie uniformément chargée. Alors cette équation, on peut toujours l'utiliser quand c'est une tige infinie, mais dans la vie, ça n'existe pas vraiment des tiges infinies. Par contre, il y a des situations où est-ce qu'on peut approximer que la tige elle est infinie. Ce genre de situation, c'est quand on se trouve, disons qu'on a une tige d'une longueur L et que nous, on veut trouver c'est quoi le champ généré à un point P à une distance R majuscule qui est très très petite par rapport à la longueur L. Ben alors dans ce genre de cas, on peut approximer que c'est comme une tige infinie. Si on se l'imagine, disons qu'on a une distance R de la tige et qu'on veut trouver c'est quoi l'angle jusqu'à la fin, ben si on se trouve très très proche puis que la tige est très longue, en tant que tel, notre ligne qu'on dessine jusqu'à la fin, ça va tendre vers 90, donc c'est comme si c'était une tige infinie. Dans les problèmes, on va souvent la décrire comme une très longue tige. Si vous trouvez comme une distance R de genre 5 cm, alors que la tige, elle vaut 5 mètres, ben c'est vraiment, vraiment beaucoup plus grand, 5 mètres. Donc, dans ce genre de cas, R majuscule est beaucoup plus petit que L. Alors, on peut mettre aux poubelles l'intégrale et juste prendre la formule pour une tige infinie. C'est ça. Je vous laisse sur un exercice. Le champ électrique généré par une triuque. Alors ça, c'est un exercice pour la section 1.7. Alors on dit, une tige rectiligne de 30 cm de longueur possède une charge de 60 microcoulombs. Quel est le champ électrique qu'elle génère à un point situé près du milieu de la tige à 1 cm de distance? Alors ici, on a quelque chose de 30 cm et on se trouve à 1 cm, donc c'est une distance beaucoup plus petite que 30 cm. Donc ici, vous avez le droit d'utiliser l'équation que je viens de vous montrer et je vous laisse l'essayer, cet exercice. Si vous voulez la solution, ça c'est la situation 1 dans le Séguin. Alors vous aurez la solution à cet endroit. Mais sinon, voilà, on a fini ensemble les sections 1.7 et 1.8. 1.8, ça serait, je dirais, une des plus grosses sections du chapitre 1. Alors, je vous encourage à essayer de résoudre ces intégrales, mais après quelques répétitions, je pense que ça finit par rentrer dans la tête. Mais sinon, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez mal compris, alors n'hésitez pas à venir me voir. Mais à bientôt et merci pour votre attention. Au plaisir.